Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 4 octobre 2022 et je suis de retour à Paris. Je n'arrête pas de voyager en ce moment pour les raisons que vous connaissez bien. Voilà, c'est notre bulletin numéro 102 et nous avons été exclus de YouTube. Alors, quelques mots là-dessus. En fait, pour ceux qui ne savent pas, pour être exclu de YouTube, normalement, il faut avoir trois avertissements. Et les avertissements durent 3 mois. Donc moi, j'avais attrapé un avertissement il y a 3 mois, et qui, parce que je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que j'avais dit que le rôle de la Russie était de protéger les populations du sud-est de l'Ukraine des populations ensauvagées de l'extrême ouest de l'Ukraine. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une population de l'ouest de l'Ukraine ensauvagée, je vous recommande de taper Pogrom Lvov 1900, juin 1941, vous verrez. Déjà à l'époque, ils se prenaient en photo en train de torturer les gens. Donc ça, bon, cela dit, depuis je n'avais pas eu d'autres strikes, et ce strike-là devait s'achever le 4 octobre, puisque contrairement à Twitter, au bout de 3 mois, eh bien, le strike est levé et vous repartez à zéro. Sauf si, durant ces 3 mois, vous en avez un deuxième, et là, votre chaîne est bloquée 15 jours, et si vous en avez ensuite un troisième, eh bien, votre chaîne saute. Moi, c'est pas ce qui s'est passé au début. En fait, c'était il y a 3 jours, donc dans la nuit, ma chaîne a tout simplement sauté parce que j'avais enfreint les règlements de YouTube, l'incitation à la haine. Bon, ceux qui suivent mes vidéos savent qu'il n'y a aucune incitation à la haine. Vous pouvez toujours aller vérifier sur la chaîne Odyssée, puisque j'ai une copie de toutes les vidéos, donc rassurez-vous, elles ne sont pas perdues. Celles que j'ai perdues, en fait, en revanche, c'est les conférences privées. Et ça, je ne crois pas que j'ai gardé de traces, donc je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose. Bon, de toute manière, j'en referai. D'ailleurs, pour nos Tipeee, nos PayPal et nos Patreon, je ferai une conférence jeudi soir. Voilà. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Et donc j'ai fait appel de la décision sans y croire. Et curieusement, hier soir, la chaîne a été rétablie. Parce qu'il y a une équipe qui a dû vérifier, évidemment que ma chaîne n'appelle pas à la haine. Mais en revanche, aussitôt, j'ai pris un deuxième strike sur le bulletin 70, que vous pouvez aussi aller voir sur Odyssée. Et alors, dites-moi si dans ce bulletin, j'appelle à un moment ou à un autre à la haine. C'est assez incroyable. Donc, ce bulletin-là, donc je me suis pris un strike, donc automatiquement ma chaîne a été bloquée 15 jours. Et le lendemain matin, donc ce matin, de nouveau, cette fois, la chaîne est complètement bloquée. Donc j'ai refait appel, mais là, bon, je pense que c'est terminé. De toute manière, il y a eu un ordre qui a été donné par, je pense, le régime d'Emmanuel Macron. Et ce qui fait que voilà, je ne serai plus présent sur YouTube. Alors c'est assez pénible. J'avais dépassé les 185 000 abonnés. Cela dit, comme j'avais déjà eu des strikes, j'avais pris des mesures nécessaires. Donc c'est pour ça que maintenant, les bulletins continuent. Je n'arrête pas le combat. J'aurais même des tas de choses à raconter, puisque je viens d'avoir mon accréditation de reporter de guerre dans le Donbass. Donc je vais y retourner. Donc les bulletins vont continuer, les publications vont continuer, simplement vous irez le retrouver sur Odyssée et sur Rumble. Et cette fois, vous n'aurez pas le choix, donc il faut arrêter d'être paresseux. Alors sur Odyssée, on a quand même déjà 30 000 abonnés. Sur Odyssée, vous pouvez également retrouver mon émission, celle que je fais pour Russia Today. Hein, la chaîne Russia Today émet en direct d'ailleurs, et après les programmes sont enregistrés sur la chaîne. Et sur Rumble, je crois que j'ai 17 000 abonnés. Donc maintenant, il faut y aller, il faut encourager vos amis à vous abonner. Il faut atteindre les 185 000. Et vous pouvez aussi les atteindre en vous inscrivant sur le canal Telegram. C'est le moyen le plus sûr. Donc je mettrai tous ces liens. Sur le canal Telegram, vous manquez aucune de mes interventions, non seulement sur Stratpol, mais également sur Russia Today, ou quand je passe ailleurs dans un média. Voilà, donc inscrivez-vous sur Telegram, c'est le moyen. De toute manière, c'est la censure, je m'y étais préparé, donc ça ne m'a pas... j'ai le moral, ne vous inquiétez pas, je survivrai. Et comme beaucoup d'entre vous m'ont dit, et je remercie pour ces messages de soutien, en fait, c'est quasiment une décoration sur le front des troupes, puisque bien d'être censuré par ce régime est un honneur. Voilà, donc le combat continue, pas d'inquiétude. Odyssée, Rumble, sans doute bientôt j'ouvrirai une chaîne YouTube, et surtout, pour ne rien manquer, Telegram et puis Vcontact aussi, hein, ma page personnelle de Vcontact. Il y aura tout ce qu'il faut là-dessus.
Sujet suivant, évidemment, le discours de Vladimir Poutine. Alors, c'est un discours qui fera date, hein. D'ailleurs, généralement, quand Poutine prend la parole, c'est pas pour ne rien dire. Le premier grand discours, à mon avis, en dehors des textes qu'il avait écrits quand il est arrivé au pouvoir dans les années 2000, ça a été le discours de 2007 à Munich. Et donc, c'est ce fameux discours où là, une fois que la Russie avait commencé à être reconstruite, à être plus riche, elle n'a pas hésité, Vladimir Poutine n'a pas hésité à commencer à mettre en cause Washington, les États-Unis, l'impérialisme anglo-saxon. Et là, eh bien, c'est ce à quoi on a eu droit une nouvelle fois. Cette fois, il a eu un discours très schmittien, hein, du nom de Carl Schmitt. On avait fait une vidéo là-dessus avec Pierre-Antoine Plaquevent, en désignant l'ennemi. Et l'ennemi, c'est l'impérialisme américain. Et d'ailleurs, il a très peu parlé de l'Ukraine. Et il considère aujourd'hui, ça on l'avait déjà dit, que désormais la Russie est en guerre contre l'OTAN, ce qui explique le changement de format, c'est-à-dire la mobilisation. D'ailleurs, d'après les dernières nouvelles, 200 000 déjà soldats russes ont été envoyés dans la zone pour y achever leur formation. Enfin, ils ont déjà été formés, puisque ce sont des jeunes qui ont fini leur service militaire il y a quelques années, pour être mis à jour. Donc le format change. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la position anti-impérialiste et entre guillemets anti-sataniste de Vladimir Poutine. Anti-impérialiste puisqu'il revient même sur les siècles précédents. Il dénonce, et ça nous l'avions déjà fait dans nos vidéos, il dénonce la guerre de l'opium, donc qui était une guerre honteuse qui a été menée d'abord par l'Angleterre et ensuite qui a été comme d'habitude rejoint par la France. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et je pense surtout ce discours et la réunification des 4 provinces du sud de l'ex-Ukraine, donc, eh bien, démontre que Poutine ne cherche pas un Minsk 3. Et je pense que ça c'est un message qui est davantage envoyé aux Européens plutôt qu'à Washington, parce que je pense qu'à Washington on a bien compris que ce combat entre l'OTAN et la Russie, entre Washington et Moscou, est un combat à mort. C'est vraiment aujourd'hui ce qui est clair, les moyens qui sont mis en place. Et donc la Russie ira jusqu'au bout et vraisemblablement Washington ira aussi très loin. D'ailleurs, désormais, je parlerai sur la carte militaire de forces otano-kieviennes, puisque la proportion de soldats de l'OTAN, même si c'est pas officiel, s'accroît en permanence. Donc voilà, donc en revanche le message qui est envoyé notamment à la France et à l'Allemagne, hein, qui normalement aurait dû faire appliquer les accords de Minsk par Kiev, eh bien c'est qu'il n'y aura pas d'accord de Minsk 3. Donc c'est un combat qui finira par un perdant et un vainqueur, et il n'y en aura pas de nouveau un traité qui ne sera jamais appliqué comme ça a été avant. Donc ça, je pense que c'est un des sens importants du discours de Vladimir Poutine. Dans son discours également, Vladimir Poutine a nommé le responsable de la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc bien ça c'est comme on l'avait dit, évidemment que ce sont les États-Unis, il faut juste se poser la question à qui profite le crime, hein, comme le MH17 par exemple, le MH17, à qui profite le crime? Le crime profite évidemment à Washington, et surtout pas à l'Allemagne, et surtout pas à la Russie. Alors la bonne nouvelle côté russe, c'est que Novak, qui est vice-premier ministre chargé des questions énergétiques, a dit que les gazoducs étaient réparables. Et l'information circule même que en fait un des 2 tuyaux de Nord Stream 2, hein, puisque vous avez 2 tuyaux par Nord Stream, 2 tuyaux pour Nord Stream 1, donc qui ont été sabotés, et 2 tuyaux Nord Stream 2. A priori, seul celui qui transportait du gaz, donc du gaz technique de Nord Stream 2, a été touché. Et donc la Russie propose d'utiliser le second tuyau, tant qu'il n'a pas été dynamité par nos partenaires nord-américains, la Russie propose d'utiliser ce tuyau. Voilà, donc là aussi, Poutine ne tergiverse pas, ne tergiverse plus, il nomme l'adversaire, il nomme l'ennemi même. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, entre Washington et Moscou, encore une fois, je pense que c'est une guerre à mort. Ce qui est clair en tout cas, c'est que même si nos gamins répètent sur les plateaux de télé que c'est la Russie qui se tire elle-même sur la centrale nucléaire et qui crève elle-même ces tuyaux qui lui ont coûté des milliards de dollars avec ses partenaires européens installés dans le fond de la Baltique, en Allemagne personne n'y croit. C'était assez intéressant, j'ai pas mal regardé la presse allemande cette dernière semaine, et d'ailleurs même dans la presse américaine maintenant on se demande si Washington n'est pas allé trop loin, parce qu'il n'y a aucun doute en Allemagne. D'ailleurs le fait même que le chancelier Scholz n'ait pas dit que c'était la Russie,
c'est déjà un aveu en soi. C'est qu'il sait que ce sont les États-Unis. Normalement, par exemple sur la centrale nucléaire, tout le monde revendiquait que ce soit la Russie. Là, c'est pas le cas. Je pense qu'en Allemagne, maintenant, ils ont parfaitement compris que le perdant de cette guerre, ce sera quoi qu'il arrive, l'Union européenne et l'économie qui l'attire, c'est-à-dire l'économie allemande. Donc ça, c'est à mon avis peut-être un tournant dans la relation entre Washington et Berlin. Voilà, et maintenant on va passer à la carte militaire où les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'instant pour les forces russes. Et nous revoilà sur la carte militaire avec beaucoup de modifications. La première modification eh bien, qu'on va faire et que je vais vous montrer, c'est de changer les frontières de la Russie, puisque au moment où je tourne cette vidéo, le Sénat russe, après le Parlement russe et la Cour constitutionnelle ont validé l'intégration des 4 régions ex-ukrainiennes, donc qui redeviennent en fait, ça a toujours été des régions russes et qui redeviennent des régions russes suite au référendum. Donc on va voir parce que ces régions sont parcourues par la ligne de front dans un sens ou dans l'autre et c'est important de le constater. Donc j'enlève l'ancienne frontière. Voilà à quoi ressemblent les nouvelles frontières de la Russie avec l'Ukraine. J'enlève aussi là d'où est partie l'armée russe le 24 février. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur cette frontière? Eh bien, certains endroits, elle parcourt la ligne de front, y compris au-delà de la région de Kherson. Donc, il y a quelques villages de Nikolaev qui avaient déjà été libérés par l'armée russe et qui donc sont intégrés. Alors, je n'ai pas regardé avec précision lesquels, mais en gros, ça donne à peu près ça. Ici, ça correspond à peu près à la ligne de front. Alors, on va voir que ça a bougé aujourd'hui puisque les Ukrainiens ont réussi quelques percées. Mais globalement, ça donne ça et ça suit les régions, les frontières des régions administratives. C'est pour ça que toute cette partie-là, en fait, c'est la partie de Zaporozhye que les Russes ne contrôlent pas encore, et notamment la capitale, Zaporozhye. Tout le reste est contrôlé par les Russes. Et en attendant que la capitale soit libérée, elle a été transférée côté russe à Melitopol. Voilà où on en est. Côté de la République populaire de Donetsk, donc qui est désormais une partie de la Fédération de Russie, eh bien, on le voit, c'est également les limites administratives de 2014. Et donc, il reste à la Russie à libérer toute cette partie-là, puisque Kiev a réussi à reconquérir autour de la ville de Liman, eh bien, une partie libérée de la République populaire de Donetsk. Et là, on le voit également, la République populaire de Lugansk, donc qui maintenant marque la frontière avec la région de Kharkov, en fait. Et là c'est l'armée russe qui est encore présente à l'ouest, donc notamment à Kupiansk, puisque Kupiansk n'a pas été pris, mais on va aller voir ça dans le détail. Donc voilà à peu près où on se situe par rapport aux nouvelles frontières de la Russie. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur le front en défaveur des troupes russes, il faut le dire. Je tiens tout de même à préciser, parce que beaucoup de mes amis pro-russes et de mes spectateurs pro-russes s'inquiètent. Si Vladimir Poutine a décidé de réunir les 4 régions par référendum et par décret, c'est pas pour ensuite l'abandonner militairement aux troupes otano-kieviennes, hein. Donc, l'état-major russe, c'est ce qu'il fait, Vladimir Poutine, c'est ce qu'il fait. Et il faut juste attendre le moment de l'attaque russe qui est en train de se préparer. Voilà. Cela dit, la situation pour l'instant sur le terrain n'est pas bonne parce que l'armée russe recule à beaucoup d'endroits. Et elle a bien sûr reculé puisqu'elle a perdu Liman, ici. Donc Liman a été pris par Kiev, Krasny Liman. Et voilà ce que donne la nouvelle ligne de front. Donc là maintenant la ville à retenir, c'est Kremina. Donc c'est là que les Russes ont commencé à créer une nouvelle ligne de front. Et là, on a vu ce qu'on n'a pas vu à Liman, c'est-à-dire des véhicules de chantier qui commencent, du génie russe qui commence à organiser des lignes de défense. Là, en fait, il y a eu, les Russes n'ont pas envoyé de réserve. Alors, il y a quasiment pas. Le seul moment où les Russes ont envoyé des réserves, c'était juste avant d'abandonner la ville. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a une interview du commandant de l'unité Bars 13, donc qui est une unité de Cosaque, très bonne unité, qui a raconté que tout d'un coup, on lui a donné l'ordre de se replier, que les véhicules sont arrivés et qu'ils sont partis. Et c'est seulement à ce moment-là, vraiment, que les Russes ont envoyé des réserves pour permettre la sortie sans encombre. D'ailleurs, 6000 hommes ont été sortis
sans encombre vers le nord. Donc visiblement, les Russes ne veulent pas dépenser leurs réserves dans un combat comme ça semi-urbain dans la forêt. Une fois qu'ils estiment que la ville risque d'être encerclée, il est hors de question de faire Mariupol, en gros. Et de toute manière, dans cette zone, l'armée ukrainienne a déployé énormément de moyens, un rapport de 6 contre 1, donc les Russes ont préféré abandonner. Alors en même temps, en abandonnant, en détruisant un maximum, et c'est aujourd'hui, je pense, la mission principale de l'armée russe, en attendant la mise en place des mobilisés et la contre-attaque, c'est de détruire au maximum le potentiel humain et matériel de l'Ukraine, et a priori, d'après ce qu'on voit, ils y réussissent plutôt bien. Ici aussi, là, on a eu également une interview d'un des membres de Bars 13 qui a dit que, comme ils étaient très proches des combattants, en fait, ça parlait polonais. Encore une fois, ils ont vu des Nord-Africains qu'ils supposent être des soldats américains. Donc, c'est vraiment, la Russie fait la guerre à l'OTAN. Encore une fois, nous parlons désormais d'unité otano-kievienne. Voilà, donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne essaie de percer vers Kremina pour essayer de s'approcher forcément de Severodonetsk et de Lysychansk, et pour l'instant n'y arrive pas. Et ça lui coûte même très cher. Hier, il y a eu, ils ont montré des images, toute une tentative d'offensive qui s'est terminée, comme souvent, en carnage. Visiblement, Kiev ne regarde pas la défense. En tout cas, la prise de Liman est une victoire, cette fois, pas seulement tactique, mais stratégique et politique, puisque eh bien, c'est une ville qui avait été libérée et qui appartient à la République populaire de Donetsk, et ça permet à Kiev de porter l'offensive au niveau des frontières de la République populaire de Lugansk, c'est-à-dire des frontières extérieures de la Russie. Donc là-dessus, il faut pas ça sert à rien de le nier, c'est un bon succès de la part de l'armée ukrainienne qui a le choix donc soit d'avancer, comme je l'ai dit, pour aller essayer de reprendre Severodonetsk, soit essayer d'avancer vers Kupiansk, puisque Kupiansk, hein, qui était l'autre ville à surveiller, pour l'instant, a priori, encore une fois, je peux me tromper, mais les Russes tiennent toujours cette poche-là. Donc voilà, deux objectifs possibles du côté ukrainien. Donc là, évidemment, ce serait une tentative d'approcher de Severodonetsk, ce serait assez prestigieux, mais en même temps, pour éviter de se faire attaquer par le flanc, par exemple, une des offensives russes pourrait très bien arriver par le nord, hein. C'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait en février. Ça avait avancé très vite, on avance très vite dans cette zone-là. Donc, pour essayer de garantir ses flancs, Kiev pourrait également essayer de prendre Kupiansk. Voilà, on en est là aujourd'hui. Euh, Si on en croit les déclarations de Denis Pouchiline aujourd'hui, le fait que Kiev ait dégarni copieusement ses lignes pour pouvoir se lancer vers Liman, hein, on pourra tout de même s'interroger si du point de vue humain, ça en valait la peine, parce que les pertes ont été colossales, hein, c'est pas un secret, c'est même maintenant dans la presse américaine. Donc, Kiev a été obligé de dégarnir une partie du front ici, et ça a permis notamment, selon toujours Denis Pouchiline, à à l'armée russe, maintenant tout ça est intégré dans l'armée russe, de s'approcher du sud de Bakhmout et également d'avancer sur Soledar. Mais là, on est dans le rue par rue, un peu ce qu'on a connu à Severodonetsk ou Lysychansk à l'époque de leur libération par l'armée russe. Donc, on ne sait pas trop où c'est en fait. Mais ça avance doucement, toujours sur ce front-là, mais bon, pour l'instant, rien de vraiment impressionnant sur la carte. Ah, voilà, là au passage, hein, c'est les trois villes où j'étais observateur pendant le référendum, hein, Enakievo, Debaltsevo et Torres, ici. Voilà, sur le front sud de Donetsk, pas mal d'activités du côté d'Ougledar, mais bon, là, j'ai pas vu, surtout du côté russe, en fait, les Russes préparent vraisemblablement quelque chose ici, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Pas grand-chose donc sur le front de Zaporozhye pour l'instant. Ici, donc depuis à peu près 3 4 jours, les Ukrainiens ont fait plusieurs tentatives d'offensive pour essayer de rentrer dans la région de Kherson. Ça s'est terminé les premiers jours par des échecs sanglants, encore pareil, dans des colonnes, même sur les canaux Telegram comme Resident, hein, qui sont pro-ukrainiens, ils ont montré, ils étaient catastrophés, les colonnes de chars ukrainiens détruits. Donc visiblement, Kiev ne regarde pas à la dépense, et du point de vue des vies humaines, et du point de vue du matériel. Mais ça a commencé à donner des résultats à partir d'hier et jusqu'à aujourd'hui, et les Ukrainiens ont pu avancer jusqu'à Douchan, ici.
Et également David Obron, hein, ils essayent depuis longtemps d'avancer sur David Obron. Donc ils ont réussi à mettre en place deux têtes de pont. Alors c'est pas la première fois, c'est la première fois que c'est aussi profond, mais on sait que dans cette zone-là, les Russes utilisent abondamment, en fait, ils laissent rentrer et pour utiliser leur puissance de feu pour essayer de détruire. Ce qu'on observe en fait, c'est que les tactiques qui fonctionnent le mieux avec les Ukrainiens, c'est des unités très légères qui avancent un peu dans tous les sens, très bien renseignées par le renseignement américain et qui essayent de déborder, de contourner les défenses russes, puisqu'il y a pour l'instant toujours une pénurie de manœuvres, à mon avis, du côté russe, hein, à mon avis, pour deux raisons. D'une part, parce que Kiev profite encore de sa supériorité numérique. À mon avis, sur le front, ils sont pour l'instant à 2 contre 1, bien plus quand il y a des concentrations des forces. Et il faudra bien sûr attendre la mise en place qui est en train de se faire de la réserve ou là la Russie pour arriver à parité euh, et même à terme être en supériorité numérique. Voilà. Donc on en est là. C'est bien joué de la part des Ukrainiens ici et ici. Et évidemment, ils s'approchent de Novaya Kakhovka et de Kherson. Voilà. Je pense cependant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Je suis persuadé que l'état-major russe sait ce qu'il fait. Et bien, en tout cas, nous le verrons bien. Le fait est que malgré tout, ces défaites, c'est pas la mobilisation qui pèse sur le moral des Russes, c'est que l'armée russe recule. Voilà. Et ça, il est temps quand même de passer à la phase 2, parce que ça va finir par peser sur le moral. En tout cas, chapeau à l'armée ukrainienne pour sa progression. Je retire l'enseigne de front et nous y voilà. Voilà le front tel qu'il est, je le pense, au 4 octobre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à Odyssée, à Tipeee, à Patreon. Hein. N'hésitez pas à acheter le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France est trompée. Plus que jamais, nous avons besoin de vos dons. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, immédiatement après cette censure grotesque, hein, grotesque du régime d'Emmanuel Macron, de je ne sais pas qui, l'Union Européenne, sur ma chaîne YouTube. Eh bien, merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, y compris financier. On en a besoin. De toute manière, j'ai l'intention le plus vite possible de monter en gamme au niveau de l'équipe. Mais désormais, ce sera sur Odyssée et sur Rumble. Voilà, et sans doute YouTube. Je vous dis à bientôt. Je sais pas où, parce qu'en ce moment, je voyage tout le temps. C'est pour ça que j'ai un peu de cerne aux yeux. C'est pas parce que je suis triste. Je vous dis à bientôt pour le bulletin 103.